Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver. Nous sommes ravis d'être avec vous en cette fin de semaine marquée par la publication de la liste des candidats acceptés par Elections Cameroun. La liste révélée par le président du conseil électoral, Eno Abrams Ekbe, contient 13 noms, tous présentés par des partis politiques. Ce soir, à scène de presse, nous en parlons en nous posant bien sûr des questions sur le contenu de la shortlist de l'ECAM. De 2023 à ce jour, l'annonce des résultats aux examens officiels au Cameroun provoque quelques cas de suicide. Eh bien, Cameroun Tribune, dans sa livraison du 22 juillet, nous parle du cas d'Eliane, élève en classe de terminale au lycée de Mbala 2, qui s'est donné la mort parce qu'elle ne pouvait pas supporter son échec au baccalauréat. Selon les premiers éléments d'information que nous avons, elle aurait ingurgité de l'eau de Javel et nos préoccupations sur ce sujet portent entre autres sur la compréhension qu'on peut apporter sur l'ampleur de ce phénomène. Nous allons également explorer les voies possibles permettant de s'éloigner de ce phénomène récurrent. Et dans un dernier tableau, nous allons vous replonger dans la réforme foncière. Il ne vous a pas échappé qu'au mois de février dernier, une équipe interministérielle chargée de la finalisation de la mouture de l'avant-projet de loi portant un régime financier domanial au Cameroun avait été travaillée à Yaoundé. À cette occasion, le ministre Henri Eyebe Aïssi prescrivait à l'équipe de tenir compte des challenges que sont l'implication des chefs traditionnels dans les différentes procédures, des procédures d'accès à la terre, la prévention des outils et des outils d'aménagement du territoire, de même que la mise en œuvre d'un dispositif de mesures incitatives à l'endroit des femmes, des jeunes et des collectivités territoriales décentralisées. Le Messager, dans sa une du mardi 22 juin, ainsi que le quotidien Le Jour, nous oriente donc sur le choix de ce sujet inscrit au débat de ce soir. Pour cet échange, la CRTV a fait venir Faustin Vogo. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à nos téléspectateurs. Merci d'être là. Vous êtes professeur des universités, professeur émérite. Vous dites bien. Oui, je suis professeur titulaire des universités émérites. Je suis aussi, je suis premier adjoint au maire d'Obala. Merci beaucoup d'être là. Juste à côté de vous, Alain Bila, bonsoir. Bonsoir Séverin, merci pour l'invitation. On vous dit merci parce que vous êtes parti de Berthois. Vous menez une campagne contre les suicides, campagne de prévention et de lutte contre les suicides. Tout à fait, c'est l'Association camerounaise de prévention et de lutte contre le suicide. C'est une association qui date de 2019. Nous sensibilisons les populations pour leur faire comprendre que le suicide est une réalité africaine, mais qu'il y a des moyens de prévention qui peuvent être à leur portée. Par exemple, le dialogue. C'est la raison pour laquelle le slogan de notre association, c'est le suicide, la solution, c'est d'en parler. Et nous interpellons aussi les décideurs sur la nécessaire prise en compte des politiques publiques afin de prévenir le suicide au Cameroun. Merci d'être venu, merci pour le sacrifice. À ma gauche, il y a Ange Sama. Bonsoir. Bonsoir Séverin. On connaît très bien dans le domaine du sport. Tout à fait, ancien président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, maintenant sous d'autres cieux. Et déjà, je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait de m'inviter ce soir, ce qui me permet de voir sur scène de presse que je voyais toujours de l'autre côté. Et donc là, maintenant que je suis de l'autre côté de la caméra, si on peut dire ainsi, je suis tout excité comme un jeune gamin qui découvre son nouveau cadeau. Et c'est un honneur pour moi de vous retrouver avec mes copanélistes, à qui je dis d'ailleurs bonsoir, à tous les millions de téléspectateurs de la CRTV, scène de presse précisément, et surtout que je retrouve Léger Tiga à côté de moi, qui a fait un combat avec moi, je suis très content. Et le professeur émérite, M. Vogo, qui est mon oncle, mais il ne le sait pas encore, je vais le lui dire. Et je suis très content, et on dit qu'il n'est de richesse que d'homme. Je suis content de rencontrer et de faire la connaissance de Alain, qui a une association qui est très très importante, et je m'associe à Séverin pour dire bienvenue et merci d'avoir fait ce déplacement pour nous éclairer mieux. Et j'espère pour tous les téléspectateurs que ce que je dirai sera à la hauteur des personnalités éminentes qui sont avec moi sur le plateau et qu'ils comprendront ce que je veux dire, que je serai à la hauteur. Merci. Merci beaucoup, Ange. Vous avez plusieurs casquettes pour l'instant. On vous reçoit en qualité de coordonnateur national et délégué pour le centre d'une association, la WCAR, c'est ça? Tout à fait, la WCAR qui veut tout simplement dire la World Chaplain Association Human Rights. C'est une association, en français, l'Association mondiale des aumôniers. Donc nous sommes un peu une armée de la paix. Et donc les objectifs sont la promotion de la non-violence, la promotion de la paix, la défense des droits humains d'une manière générale et en particulier des opérateurs économiques. Donc nous sommes là et puis surtout je pense qu'avec cette année 2025, qui semble être une année cacaoyère pour certaines personnes,
Nous sommes là pour préserver la paix. Merci beaucoup, Ange. Je termine par Léger Tiga. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à tous les copanélistes. Merci d'être là, journaliste enseignant, directeur de rédaction du journal Essingan à tous. Merci d'être venu. Merci également à vous qui prenez la peine de nous regarder. On avance à grands pas vers l'élection présidentielle de 2025. Le processus électoral a connu un grand moment ce samedi 26 juillet, c'est-à-dire hier, avec la publication de la liste des 13 candidats acceptés au scrutin du 12 octobre. Et pour nous rafraîchir la mémoire, regardons tout au début de ce programme le président du Conseil électoral, Eno Abrams. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit. Candidat numéro 1, Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, PAL. Bello Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Hagbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Zipan Hilaire Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Yodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Kumo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingue Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le 13e nom, Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Eh bien, on vient donc d'écouter le président du Conseil électoral, Eno Abrams Ekbe, qui donnait là le premier tri effectué par Elections Cameroun. Il y a eu plusieurs déclarations de candidature. À la fin, on retrouve 13 noms. Alors, quelle lecture donnez-vous de cette liste de candidatures de l'ECAM? Je commence par le professeur. Ah oui, merci Séverin. On peut d'abord s'étonner de 84. On tombe à 13. Bon, et on peut commencer à souffler, à dire enfin, on revient peut-être aux normes. Parce qu'on part de 84 et puis maintenant on est à 13. Ça commence à être raisonnable pour notre pays. Parce que 84, c'était quand même relativement, c'était ridicule. Hein? C'était ridicule parce que 84 candidats, mais on battait le record du monde avec ça. Heureusement que cet ami a permis de revenir à 13. Oui, on peut regretter une chose. On a 13 candidats. C'est peut-être des têtes d'affiche qu'on connaît, peu ou prou. Un motif de satisfaction pour vous, parce que vous êtes premier adjoint maire du RDPC à Obala. Votre candidat figure quand même sur la liste. Mon candidat Paul Biya. Mon candidat est sur la liste. Il fallait s'attendre à ça. Il est là. Et c'est le candidat du Cameroun. Ce n'est pas le candidat même d'un parti. Donc, mon candidat est là, Paul Biya, qui sera... Attendez-vous à ce qu'on le vote au maximum. Hein. Donc, on va le voter. Donc, on est content de l'avoir là. C'est le candidat qu'il nous faut d'ailleurs. Si on regarde les enjeux, si on regarde tout ce qui nous attend, c'est bien l'homme d'expérience que nous voulons à la tête du Cameroun. Vous savez qu'on a vu des candidats, on ne sait pas d'où ils sortaient. Et qui se sont présentés, vraiment c'était ridicule. Mais maintenant, je crois que les choses sont rétablies. Le président Paul Biya est candidat et nous sommes fiers qu'il soit candidat. Alain Bila, vous regardez cette liste, c'est ce que vous attendiez un peu?
En fait, vous savez, c'est vrai, en tant que modeste observateur de la scène politique, je m'intéresse à la politique. Et souvenez-vous, on quitte de 83 à 13 candidats. Et c'est un record historique quand même depuis l'avènement du multipartisme. Et on quitte également de 18 à 83, comparativement à 2018. On constate qu'il y a juste une seule femme parmi les 13, dont 12 hommes et une femme. Nous disons que ce nombre pléthorique nous a laissé pantois, parce que comment comprendre que des personnes qui n'atteignent même pas l'âge requis pour candidater viennent déposer quand même leur candidature. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais est-ce qu'il n'est pas bien, peut-être puisque les lois sont faites pour être aménagées, est-ce que dans l'avenir, que des filtres soient imposés dès l'entame? On va en parler tout à l'heure, voilà. Alain. Tout à fait. Entrons dans le fond de cette liste. Il a commencé par nous dire qu'il y a une seule femme, ce qui est fondé, Mme Tumaino Ndamjoya. Les candidats investis sont aussi investis par les partis politiques. Les candidats acceptés sont aussi investis par les partis politiques. Ça, on l'a relevé. On a quand même aussi des surprises sur les thèses. On est parti de 83 à 82, 83 à finalement 13. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Mais ce que je veux d'abord dire d'entame, c'est qu'il faudrait 21 juillet, 26 juillet, nous sommes dans les délais prévus par ELECAM. Ce qui démontre déjà la solidité des institutions au Cameroun et la volonté du Cameroun de rester fidèle à ses engagements d'une organisation démocratique dans un monde vraiment de chaos. Et il faudrait savoir que ça a quand même le mérite, avant que je ne continue, le Cameroun a le mérite de pouvoir continuer ce processus dans un monde où tout bouge et il y a la stabilité quand même et cette ouverture d'esprit. Est-ce que vous pensez que l'ECAM avait le choix? Il fallait c'est vrai que l'ECAM ne pouvait continuer l'examen de ces dossiers et publier la semaine prochaine, les délais couraient encore. Mais est-ce que l'ECAM avait le choix? l'ECAM qui chante qu'il faut un processus électoral transparent, il faut respecter le code électoral, il ne pouvait que faire ça. Ce n'est pas surprenant. Mais non, tout à fait. Mais vous savez très bien que par moment, que la Constitution soit faite ou pas, il y a toujours des entorses qu'on peut faire. Et comme on dit au Cameroun, on va faire l'entorse, qu'est-ce qu'on va nous faire? Mais là, l'ECAM a tenu à démontrer que nous avons une solidité. Je le répète, ça c'est vraiment, il faut le faire. Parce qu'on pouvait se dire, bon, ça peut aller, on peut attendre. Nous avons, comme certains pensent, qu'on dit l'ECAM fusionne avec le RDPC, par exemple, et qu'on va rien nous faire. Mais là, l'ECAM a tenu à ça. Et je le redis, vous savez très bien qu'il y a des personnes ici qui disent qu'on va me faire quoi. Mais il fallait quand même respecter ça. Maintenant, par rapport à la liste, à votre question, moi déjà, je suis très content quand même parce qu'à un moment donné, dans cette liste, je retrouve les noms que j'aurais souhaité trouver dans cette liste, effectivement. Ça démontre donc encore ce côté démocratique et surtout la présence de cette femme. Et vraiment, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur qu'elle soit là. Et je l'encourage beaucoup à continuer et les femmes à voir que le monde bouge avec les femmes. Et vous voyez que dans toutes les prescriptions qu'on fait, quelles que soient les lois qu'on va faire, on implique le genre. Et je crois que c'est tout à fait important. Et évidemment, maintenant, je suivrai le professeur qui tout à l'heure, le professeur Vogo, qui a parlé de, je vais employer un autre terme, de clowns, de farceurs qui viennent poser des candidatures et qui s'en vont. La preuve, vous voyez que sur toutes les candidatures, il n'y a que les partis politiques. Ça démontre qu'à l'avenir, même si cette ouverture démocratique permet d'avoir des candidats plus vieux, plus jeunes, mais ça donne oser, comme le chef d'État l'avait dit, il faudrait que les gens osent. Ils ont osé, bien qu'ils l'aient fait maladroitement, et qu'ils font passer, là où je ne suis pas content, ils font passer le Cameroun pour une galerie où on s'amuse ou que le Cameroun est des clowns. Voilà. Oui, on va quand même tempérer en disant que après l'ECAM, après ce qui s'est passé hier samedi, il revient maintenant au Conseil constitutionnel de prendre le relais. Tout à fait. Et le Conseil peut tout aussi valider une candidature qui a été rejetée au niveau de l'ECAM. Donc, à ce niveau, peut-être qu'on va attendre ce qui va se passer. Je vais prendre le regard de la presse. C'est plus prudent, parce qu'on a vu au siège de l'ECAM, hier, on a vu, c'était rempli de caméras, beaucoup de journalistes qui étaient là. La lecture de la presse, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on attendait. La presse est satisfaite. La presse n'a pas à se satisfaire. La presse doit informer. Elle a le devoir d'informer. Et si nécessaire, comme le disait Jean Kahn, nous dont le devoir est de dire et parfois de juger. Donc,
parfois aussi... Est-ce qu'elle a eu des éléments pour juger, parfois pour aussi dire? d'analyser. C'est ça ma question. Je crois parce que c'est à ce niveau-là que la presse doit rentrer dans son travail d'essence, c'est-à-dire l'enquête. La presse c'est donc à partir de ce moment-là, elle doit nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Derrière cette liste de 11 candidats, elle 13 doit, candidats. de 13 candidats autant pour moi, elle doit pouvoir nous dire qu'est-ce qui est reproché à chacun des candidats recalés. Bon, on imagine bien évidemment, on peut déjà le savoir que parmi les 83 ou 84 candidats déclarés, il y avait des dossiers, comme l'a dit Ange tout à l'heure, il y avait des farceurs, il y avait des bandits politiques là-dedans. Cela va sans dire parce que des gens qui se savent d'office écartés et qui veulent prendre l'opinion nationale camerounaise et même internationale à témoin pour dire que vous n'avez pas vu que c'est eux qui m'ont écarté. Ils viennent là pour juste faire bonne figuration. Ils viennent faire bonne figure. Donc, mais le regard de la presse, c'est que, en réalité, ceux qui ont voulu être sérieux dans la tenue de leur dossier ont été retenus. C'est ça le regard de la presse. Et tout à l'heure, c'est Alain qui félicitait la seule dame de cette liste. D'ailleurs, je crois que c'était déjà la seule des 83 candidatures déposées, des 83 dossiers déposés. Et elle n'est pas là parce qu'elle est une dame. Elle est là parce que son dossier est jugé conforme. Elle a toujours brillé par le sérieux dans tout ce qu'elle fait. C'est pour cela qu'elle est là. Mais en réalité, il y avait 7 dames. Il y avait 7 dames. 7 dames. Bon, Oui. ok. Qui devraient en principe passer pour des candidatures indépendantes, mais Voilà. il n'y a Bon, pas eu. Malheureusement. Mais il y a une qui négociait, excuse-moi de t'interrompre, excusez-moi. Il y avait une qui négociait un peu, je ne cite pas le nom, dans un parti politique, de pouvoir être investi par ce parti Peut-être politique. que ça n'a pas marché. Et comme je disais que c'est la saison cacaoyère, donc effectivement, elle attendait. Et un autre candidat qui a été investi est venu avec de l'argent. Mais je posais la question tout à l'heure à Léger, elle est valable pour tout le monde. Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'informations pour comprendre ce qui s'est passé à Elekam hier? Non. On a quand même un petit regret. On a un petit regret parce qu'on se serait attendu à ce que Elekam, je ne sais pas comment il travaille, je ne sais pas quel est le protocole de travail là-bas, mais bon, on se serait attendu à ce qu'on nous donne les raisons de l'exclusion de tout cela, parce qu'on aurait peut-être ri, au moins, n'est-ce pas, avec les raisons qui ont exclu certains. Là, moi, j'étais scotché devant mon téléviseur et j'attendais justement qu'on me dise pourquoi on exclut tel et pourquoi on garde tel. Bon, pourquoi on garde tel, c'est connu, c'est-à-dire on a des lois, on a une réglementation, donc le dossier a été bien constitué. Mais maintenant, pour les autres, parce que nous avons vu à la télé des candidats qui portaient, je ne sais pas quoi. Il y en a, on nous a signalé, des jeunes qui viennent à 26 ans, alors qu'ils savent que c'est à 35 ans. Mais je crois que si elle est... Il y en a qui ont envoyé des dossiers, des déclarations de candidature par la poste. Par la poste, etc. Je crois que les Camerounais... On aurait pu, je ne connais pas leur procédure là à l'intérieur, mais je crois que si nous disaient ça, je crois qu'on aurait été plus satisfait. Moi, j'attendais ces raisons-là. Je suis totalement d'accord avec le professeur parce que la source, on dit dans les métiers de la communication que le message, c'est le médium. Lorsque c'est le président du conseil de l'ECAM qui, dans le cadre d'une communication comme celle d'hier, qui déclare lui-même ce qui s'est passé, comment le travail a été fait et qu'est-ce qu'on reproche à chacun de ceux qui ont été recalés, je pense que cela va de soi. Tout le monde l'accueille et est persuadé de ce qu'il y a un travail qui a été fait
Et voilà, Voilà les les manquements. résultats. Peut-être voilà que, les dysfonctionnements. que dans les procédures, la résolution de l'ECAM s'adresse prioritairement au Conseil constitutionnel. Donc, mais ceux qui n'ont pas à dévoiler cela. Mais à avant tout le monde. l'avenir, il est bon que cette communication-là se fasse au regard des enjeux et des attentes qui étaient nourries au niveau de l'opinion. Je le crois. Ouais. Peut-être qu'ils ont des protocoles qui ne le permettent pas, mais je sais pas. il faut aller au-delà. Parce que ça permet d'éclairer Et dissiper les de malentendus. dissiper tous les Parce que malentendus. juste après, vous Parce avez vu qu'après, circuler dans les réseaux si- sociaux Voilà, des il y a explications. il y a des On ne notifications, pouvait pas mais la vérifier la, notification, là, se fait à la huis clos. véracité de ces Mais documents-là. je pense que c'est vrai. En fait, quand l'administration, puisque on considère ELECAM comme une administration, quand elle a envie de communiquer, elle communique intuitu personnel. Elle n'a pas besoin de dire les réels motifs en public. C'est aussi le cas lorsque elle sanctionne quelqu'un, on n'a pas besoin de dire effectivement ce que la personne a fait. Mais vous savez, Mais c'est un Alain, processus. C'est un Alain, processus. Alain, Professeur, tout ce c'est que un processus. tout ce que nous avons et les lu, candidats, tout ce que nous avons lu Tout à dans fait. les réseaux sociaux devait amener ces gens à nous dire pourquoi on exclut tel, Effectivement, tel. si- Parce qu'on a lu tellement de choses. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ça. Professeur, On ne peut plus se professeur. passer. Et là-dedans, il circule tellement de fausses informations. Et donc, ELECAM, moi, je crois que si j'avais été à ELECAM se serait arrangé à nous donner les raisons pour lesquelles on met de côté tel. Peut-être que ça n'entre Moi, pas je dans les crois. attributions, professeur. Surtout que samedi, C'est pour ça que j'ai parlé. surtout que samedi était quand même. Samedi était un jour spécial. Oui. On a créé un environnement autour de la publication de cette liste. Pour Donc, nourrir l'attente. Oui, pour nourrir l'attente. Et donc les gens attendaient. Je voulais tout le monde, chuter, si vous explications, permettez. moi, oui. Je voulais chuter, si vous permettez, pour dire que l'administration n'a pas besoin de dire au public ce qui se passe. Il revient. C'est une faute. pas Non, c'est une faute malheureusement Peut-être si de manière l'administration ne individuelle. dit pas. Non, Parce peut-être- qu'aujourd'hui, peut-être- on ne peut ne Si pas vous me permettez de communiquer. chuter. On ne peut ne pas communiquer. Non. Parce que l'un des gros problèmes que nous avons dans le pays, c'est justement qu'on ne communique pas assez. Les informations ne se donnent pas au public, Telle infrastructure n'aboutit pas. C'est la On ne raison dit pour pas laquelle les on ne dit candidats- pas aux populations pourquoi les travaux sont à l'arrêt. On ne dit pas quels sont les problèmes auxquels, les contraintes auxquelles l'État est confronté. Il faut dire. Monsieur Léger, si vous permettez, en fait, c'est un processus. Et je pense que les candidats ont désormais 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel pour pouvoir. Oui, Le problème n'est pas les candidats, mais le problème, c'est l'opinion. C'est nous. Le problème, c'est l'opinion. Peut-être Ce sont les dans le millions de process- Camerounais qui doivent peut-être être dans le informés de process ce qui se ELECAM, passe. Peut-être dans le procès avec ELECAM n'a pas envie de dire au public ce qui se passe. Je peux être d'accord avec ce qu'Alain dit aussi, hein, parce qu'il peut avoir... Bon, quand vous partez demander un visa, on vous refuse le visa, on ne vous donne pas les raisons, par exemple. Donc, ils ont un process à l'intérieur qui peut demander ça. C'est Mais pas la maintenant, même chose. je continue, Vraiment. je poursuis, même si ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même si j'ai fait un mauvais parallèle, mais ce n'est pas grave, je donne quand même pour... L'idée, c'était de savoir qu'il y a des moments où l'administration n'est pas obligée de donner des comptes et elle donne ça à certaines personnes. Maintenant, avec la foultitude des informations que nous avons dans les réseaux sociaux, vous allez entendre que ELECAM a donné les raisons, ça a été manipulé. Peut-être que l'ELECAM a décidé aussi que c'est à chaque parti, quand ils ont le document, Par exemple. de communiquer sur les raisons qui ont été données. Tout à fait. Moi, c'est ce que je pense aussi. Hein. Individuellement. Mais comme on n'est pas à l'intérieur, Lorsqu'on voit la mauvaise foi, de certains candidats, Voilà, exactement. quand on Oui, voit c'est la ça. mauvaise foi, ben, ils ne vont pas nous dire la vraie raison pour laquelle ils ont été mis de côté. Mais on C'est aura pour toujours ça que- l'information. Mais non, des raisons, vraiment, oui, on aura, ça on aura nous- les informations, ça nous mais coûtait c'était bien rien. que ça sorte de la bouche de l'ECAM. Oui, et ça ne coûtait rien. Pour la simple raison Et que l'ECAM n'avait qu'à nous sommes sortir ici, ça, c'était nous sommes ici simple. dans un processus électoral où il y a des parties prenantes que nous connaissons et le peuple camerounais est une partie prenante très importante. On est bien C'est d'accord. elle qui est même au cœur de ces opérations parce que ce sont ces suffrages que nous sollicitons. Et donc, c'est ce peuple-là qui doit être au premier chef informé de toutes les évolutions. Bien. Mais figurez-vous on qu'il y a attend le 83 processus. candidatures. Hein. S'il fallait détailler pour chaque candidat les motifs pour lesquels on a Mais arrêté, alors, lorsque le Conseil constitutionnel proclame ses résultats, lorsque le Conseil constitutionnel proclame les résultats finaux, ça nous prend parfois une Non, journée. je pense que au Personne Conseil ne se lasse. constitutionnel, je pense Et- qu'on et aura Alain, toutes les Alain, éléments. Alain, Et je souhaite Alors, rappelez-vous que lors du contentieux électoral, Oui. les audiences se passent généralement et Je souhaite. elles ne sont Oui. pas à huis clos. On voit quelle foule il y a dans la salle. Effectivement, je souhaite. Ça veut dire qu'il y a Mais une maintenant, attente. maintenant, chacun fait son travail. J'aimerais qu'au niveau du Conseil constitutionnel, que ça soit filmé et que ça soit su par tout le Mais monde. rien n'oblige le Conseil constitutionnel à laisser que la Voilà. Moi, c'est mon cérémonie soit souhait, en tout filmée. cas. Hein.
C'est votre de toutes souhait, les mais façons. il ne faut pas alimenter cette attente aussi. On a vu comment il y a des organisations internationales qui ont envoyé des communiqués. C'était vraiment attendu la cérémonie d'hier. Donc, il y avait ce volet. La cérémonie était attendue. Bon, c'est Et vrai. par souci de transparence, puisque nous parlons, nous disons qu'on veut un processus électoral transparent. Je crois que l'information, on aurait pu trouver le moyen de donner cette information-là, tout au moins. Il faudrait qu'on sache, comme il a dit, que prévoit le processus dans l'ECAM, quels sont leurs modes de fonctionnement à l'intérieur. Et maintenant, je ne sais pas comment est l'organisation à l'intérieur, mais on peut être d'accord. Moi, j'étais déçu. Oui, non, on peut être d'accord, effectivement. On peut être déçu, effectivement. J'ai eu les noms, mais bon, C'est je comme- suis mais resté Généralement, sur quand ma l'administration sanctionne quelqu'un, on ne dit pas forcément comme- le motif, lequel Voilà. on dit faute de l'autre, mais on ne dit pas ce qui a hésité. C'est entre l'administration et lui. Encore que c'est entre l'administration et lui. Mais là, nous sommes face au peuple Et camerounais. je pense que... Et on dit toujours pourquoi on vous sanctionne. Peut-être de manière individuelle. Oui, mais à vous. Oui, parce que c'est parce à que vous. là c'est avec la personne Avec la visuellement, personne. donc Alors, mais c'est c'est pas une attendu. question- On va avancer Mais en attendant d'avoir face la à bonne une personne. information Oui, tout sur, à fait. Et comme on a dit, sur les usages, Comme cette on a dit- question-là. Comme on a dit, hein, c'est vrai, et comme on a dit, certains ont proposé que la loi, avec la foultitude de candidatures, soit plus vissée. Et nous demandons aussi peut-être aujourd'hui que les CAM, la prochaine fois, s'ils ont fait, ils puissent intégrer cette partie-là. Alors, on parle de plus de 80 candidats à 13. À 13. Doit-on s'attendre à un nombre élevé de requêtes déposées auprès du Conseil constitutionnel? Forcément. Mais ce sera davantage parce que les gens sont de mauvaise foi, comme je l'ai dit ici, parce qu'il y a des bandits politiques là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui savent que leur dossier ne correspond pas à ce qui était attendu. Nous avons des lois, nous avons des règlements. Alors, lorsqu'on ne remplit pas ces lois et règlements, la sanction est là, tout le monde la connaît. On ne doit pas prendre le peuple camerounais pour... en tout cas, l'organisation d'une élection présidentielle, ce n'est pas une activité ludique où n'importe qui vient se présenter et n'importe qui croit se jouer des Camerounais. Ceux qui Mais il y se en a sont- qui ont pensé que cela relevait de la vitalité de la démocratie camerounaise, le trop plein de candidats. On peut le dire, si on veut, on peut le dire comme ça, mais la vitalité n'est pas nécessairement liée au nombre de dossiers déposés. Elle est liée même à l'animation permanente de la vie politique, de la Ce vie qui est publique au déjà Cameroun. fait par les partis politiques. Pas assez. On voit les milliers, on voit Pas assez. pendant les inscriptions sur les listes électorales, on a vu des mouvements, on a vu des Quelques partis partis, politiques, quelques partis. des partis politiques qui le Quelques faisaient. partis, Ça fait deux ou partie de trois- l'animation. deux ou trois Ah, c'est pas seulement. pour rien qu'on a parlé d'hirondelle politique. Deux ou trois seulement. Oui, mais ils ont parlé d'hirondelles D'hirondelles politiques. politiques. Vous savez ce Malheureusement, que ça a produit. Justement, ce sont ces hirondelles politiques-là qui viennent donc et qui vont déposer toutes ces requêtes dont on parle, tous ces recours dont Ouais, on et- parle. Ça va être le fait des hirondelles politiques. Et Séverin Jambré, après, je mets de l'eau dans son vin, là, ou dans son moulin, ce que vous voulez. Donc, c'est effectivement par rapport à la réduction à 13 candidats qui restent, ça démontre ce qu'il est en train de dire. C'est quelques partis. Et ce sont ces partis-là, en fait, qui animent souvent la scène politique la plupart. Oui. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Ben mais oui. les autres, Les 13 sur la liste. oui, les 13 sur la liste. Quand vous allez voir, c'est vraiment À quelques ceux-là qui exceptions, sont prêts. oui, oui, Voilà, oui. à Mais 2, ça- 3, ça- 4 ça exceptions. Ça prouve aussi Ouais. que, Mais- au fond, il est difficile de réunir les 300 Les 300. signatures. Ouais, Que cette option, pour que certains candidats soient à prendre, Oui. est très difficile dans ce contexte. Non, Parce qu'ils ne sont même pas déjà connus. Les signatures, les 300 signatures, n'ont rien à voir avec l'animation. Soyez donc populaires, animez les Oui, masses animez les avant de masses. vous présenter. Avant de vous présenter, qu'on Mais vous oui, connaisse. Mais oui, Qu'on parce vous connaisse, que voilà. vous arrivez au dernier moment, Moi, juste pour recueillir des signatures, et vous vous présentez pour être candidat à l'élection présidentielle. Je crois Donc, qu'il oui, y a c'est ça. quelque chose de ridicule Non, là-dedans. non, c'est vrai. Moi, Ouais. moi, ce que je voulais dire, moi, si je veux m'arrêter sur ce sujet, c'est tout simplement dire que l'ensemble du peuple camerounais sache que ces élections, c'est un grand rendez-vous majeur, un tournant de notre histoire. Et le monde entier a les yeux braqués sur le Cameroun. Et ce qui veut donc dire que nous devons leur démontrer que notre pays, parce qu'il y a beaucoup de jaloux autour, notre pays avance dans la paix, la souveraineté, comme dit l'hymne national. Berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. La souveraineté est fière. Ton drapeau doit être comme la dignité du Cameroun. Et j'invite quand même tous les acteurs, de quelque bord qu'ils soient, qui sachent que nous devons répondre à tous ceux qui veulent mettre un chaos, justement, par la division tribale,
nous leur répondrons par l'unité du Cameroun. Et aussi, surtout, je chute par là, excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est le pays qui me tient à cœur, et que surtout que ceux qui veulent nous déstabiliser, bloquer le processus, nous leur répondrons par une république dans toute sa force, dans toute son autorité et dans toute sa démocratie. Qu'on le sache. Alors, ça, c'est très important. Ce qui s'est passé à Elekam nous amène à croire que ceux qui très souvent demandent qu'on revoie la loi électorale n'ont pas du tout tort. Il faut des filtres. Oui, là, on est d'accord qu'il faut des filtres pour que les candidats qui déposent les dossiers, que ces dossiers-là soient valables. Comme l'a dit Ange, le processus, les institutions sont robustes, elles sont déjà robustes, mais on peut les rendre plus robustes. C'est-à-dire que Elekam ait le pouvoir de présélection lors du dépôt des dossiers, par exemple. À Si l'entrée, vous, Sévérin Alégambélé, vous apportez un dossier qui d'emblée à la réception nous paraît problématique, on le rejette. On le rejette, on vous demande d'aller le compléter. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas arriver âgé de 26 ans et on enregistre quand même votre dossier comme étant un dossier de candidature. Donc une présélection déjà qui va être faite, hein. Ça, c'est clair. L'annonce des résultats aux examens officiels cette année s'est soldée encore par quelques cas de suicide chez les candidats, notamment des jeunes filles qui refusent d'admettre leur échec à un examen marquant la fin des études secondaires. La situation rapportée par Cameroun Tribune au lycée de Mbala 2 et le journal en ligne, le journal du Cameroun, n'est pas un cas isolé. Avant Eliane, il y a eu d'autres suicides signalés ailleurs. Finalement, c'est un phénomène ancien, mais qui semble ignoré au Cameroun. Alain, vous êtes autour de cette problématique. Le suicide chez les jeunes, on dit il est récurrent, on en parle, mais en même temps, on a l'impression qu'on n'en parle pas assez. Sévérin, je vais vous dire merci d'avoir osé mettre sur la table ce sujet qui est douloureux, mais très essentiel, le suicide des jeunes après l'examen officiel. Ce n'est pas un cas isolé. Une mort par suicide soulève beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements qui restent souvent sans réponse. Donc, vous savez, on vit dans une société où il y a la culture de la honte. L'échec est souvent perçu comme une humiliation sociale et familiale. Le manque de suivi psychologique, le fait qu'on n'intègre pas les éléments de santé mentale dans les écoles, la résilience, fait en sorte que lorsque ces genres de situations arrivent, il n'est pas rare que les individus aient des pensées suicidaires, les idéations suicidaires et arrivent finalement à des drames. Je pense que ça existe toujours, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est plus visible. À travers les réseaux sociaux, on en parle. Et imaginez-vous combien de cas on n'en parle pas, parce que c'est un phénomène stigmatisant. Et je le disais à une personne récemment que j'ai assisté à un deuil d'une connaissance qui est morte par suicide, mais au niveau des obsèques, on a dit morte d'une courte maladie. Donc, vous voyez que c'est vraiment un phénomène stigmatisant. Et nous, dans le cadre de notre association, nous disons que ce n'est plus le suicide qui tue. C'est le tabou qui entoure le suicide qui tue finalement. Mais Alain, oui. La société est catégorisée. Il y a des strates. Pourquoi seulement les jeunes scolaires? Les échecs, ce n'est pas seulement à l'école. Les échecs, c'est partout. Et il y a des jeunes partout. Pourquoi seulement... pourquoi les étudiants n'en font pas autant? Ceux qui sont dans les institutions universitaires, etc. Tout à fait. Vous savez, est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce qu'en amont, professeur, il y a un module de formation qui prépare l'enseignant que vous êtes à échanger avec les jeunes pendant la formation, dans ce sens-là? C'est vrai, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la famille d'Eliane. C'est grave de perdre une jeune personne comme celle-là, qui était en terminale et qui aurait pu être une personnalité dans ce pays, une personnalité pour la famille, un soutien pour cette famille-là. Mais voilà que toute une famille perd une jeune personne. Je dois leur présenter mes condoléances. Je voudrais dire que les examens sont tout le temps entourés de beaucoup de stress. Pour chaque examen, il y a le stress qui l'entoure. Vous allez dans une salle d'examen, vous êtes stressé, vous ne savez pas.
qui que vous soyez, vous vous interrogez d'abord que ça va être quoi, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Mais seulement, il y a donc des personnes plus vulnérables, plus fragiles et d'autres plus résistantes face au stress. Et pour répondre précisément à votre question, nous n'avons pas de structures pour accompagner psychologiquement les élèves ou les étudiants dans nos établissements. Je crois que c'est un manque. C'est un manque. Mais peut-être parce on n'a pas formé beaucoup de psychologues au Cameroun pour qu'il y ait des cellules psychologiques dans chaque établissement. Alors, cependant, on enseigne quand même aux enseignants d'aider les étudiants à aborder les examens avec moins d'appréhension. Le rôle des conseillers d'orientation dans les écoles, c'est quoi, dans les lycées? Oui, ça, ce rôle-là. vous parlez d'orientation, vous n'avez pas parlé de conseillers psychologiques. Voilà. Donc, il y a des conseillers d'orientation. Il y a des enseignants, les enseignants même sont appelés à préparer même psychologiquement les apprenants lorsqu'ils sont face à un examen. Mais vous savez, il ne faut pas seulement chercher du côté de l'école. Il y a la famille aussi. Il faut dire aux membres de nos familles, aux chefs de nos familles, de savoir entourer nos enfants quand ils ont un examen à passer. Il faut leur dire qu'ils sont la première source psychologique. Le support psychologique premier, c'est dans la famille. Parce que si la famille menace de rejet le candidat, quand il va revenir, et si c'est un échec, alors là, c'est la catastrophe. Donc, la famille doit être là pour dire, vas-y, et puis, tu as du potentiel, la prochaine fois, peut-être que ce sera la bonne. Donc, moi, je reviens toujours à la famille dans ce genre de situation. On reconnaît la fragilité. On reconnaît pour ça la fragilité psychologique de certains élèves. Que c'est ça qui nous conduit au suicide. Ouais. Mais en même temps, on pointe du doigt le corps enseignant parce qu'il n'y a pas suffisamment, on ne développe pas un encadrement adapté à ce type de situation. On pointe aussi du doigt les parents qui font peser sur les épaules de ces enfants une pression parfois lourde. Vous entendez un parent dire c'est le succès à la fin, c'est la réussite à la fin de l'année ou rien. Vous n'avez plus rien, vous sortez de la maison. Ouais. Est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui les cas multiples de suicides? On n'en parle pas assez. C'est ce que Alain nous dit, lui qui fait des études là-dessus. Régis. Oui, dans certaines familles, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de promesses qui sont faites aux enfants, surtout avec le contexte actuel. Si vous allez réussir, vous allez au Canada. Qui est à l'ouverture. Voilà. Si vous réussissez votre baccalauréat, je l'envoie au Canada, j'envoie en France. Voilà, j'ai lui-même déjà préparé le dossier et tout ça. Le visa est en cours. Et tout ça met la pression. Mais également, il y a ce que venait de dire le professeur Mvogo, c'est-à-dire qu'en amont, il y a aussi des menaces. Il nous faut le baccalauréat cette année ou rien. Non. Parfois, les menaces, c'est pour amener l'enfant à s'éloigner de la distraction, à ce moment-là, il faut travailler. À ce moment-là, il y a une manière de le faire. Et il faut donc accompagner cet enfant, parce que c'est l'accompagnement qui est important. C'est l'accompagnement de l'enfant c'est la prise en main et l'accompagnement qui sont importants. Cela ne doit pas être assorti de menaces, de manière à dire que c'est ça ou rien. Mais également, il faut dire que l'autre pression qui vient de nos familles n'est pas seulement et directement liée aux géniteurs. Elle est liée à l'abandon dans lequel se trouve nombre de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est occupé. Et généralement, ce sont les étrangers qui élèvent nos enfants. C'est-à-dire, les nounous sont arrivés, femmes et hommes confondus. L'autorité parentale est abandonnée à ces gens-là. Je connais des familles où, en cas d'incartade, on dit, on attend la nounou, alors que les parents biologiques sont là. Donc, il y a tout ça aussi qui concourt à ces drames. Mais enfin, je crois aussi qu'il y a tout cet environnement, je dirais, technologique,
tout ce que les enfants vivent dans les écrans, aussi bien à la télé que dans les terminaux de téléphone, fait qu'ils prennent tout ça pour argent comptant, ils prennent tout ça pour des réalités. Parce que, vous voyez, dans certains films, les enfants voient des situations de suicide qu'ils finissent par prendre pour des réalités. Ou alors pour des actions, pour des activités ludiques. Auxquelles ils peuvent s'essayer, sans savoir que ça conduit à la fin d'une vie. Alors, je voudrais partager avec vous un point de vue. Le professeur Félicien Toné-Nimé, qui avait accordé, il est psychiatre, il avait accordé une interview à Raphaël Mvogo, qui est journaliste de Asna Press. Il disait que le suicide, tout comme le divorce en Afrique, a un problème de perception. On refuse de regarder cette réalité en face. Nous portons un regard occidental sur le suicide et moins un regard africain. Est-ce que c'est pas ça, Ange, vous qui vous occupez des questions de droits de l'homme un peu dans votre association, est-ce que c'est pas cela qui nous amène un tout petit peu à observer tant de cas de suicide? Oui, donc je pense qu'effectivement, tout en adressant les condoléances à la famille, c'est vrai que c'est le seul cas qu'on a mis devant, et j'en profite pour adresser les condoléances à tous les autres cas. C'est parce que c'est toujours douloureux quand on perd un enfant par suicide, quel que soit le cas, un élève surtout, ça veut dire que toute la société, nous avons tous échoué quelque part. Donc, comme je disais, dans nos mentalités, effectivement, dans nos mentalités, ancrées dans la tradition, ça devient des choses taboues. Je ne sais pas, ça ne nous concerne pas. Vous savez, quand il y a le stress, par exemple, chez les Occidentaux, le suicide, on dit que c'est leurs affaires là-bas. En Afrique, nous, on ne connaît pas ça. Donc, on met ça sous une autre entité. Ça relève, c'est au-dessus de l'entendement humain. Humain, tout à fait. C'est de la sorcellerie. Exactement. Et donc, ce qu'on devrait faire, effectivement, c'est, surtout en milieu scolaire, en fin d'année, je reviendrai parce que tout ce que mes panistes ont dit qui est fondé. Et il faudrait augmenter, vous avez parlé de ça tout à l'heure, l'accompagnement. Parce que ces cas isolés-là démontrent l'importance d'un accompagnement psychologique de l'enfant et d'un encadrement de la famille. Donc, ils l'ont déjà dit. Et à partir de cet instant-là, installer le maximum de cellules d'écoute, de suivi des enfants afin que cela soit là. Et surtout, et ces causes aussi peuvent être dues, on a parlé des pressions, etc., c'est qu'il n'y a pas souvent d'autres alternatives. On a l'impression que si on rate au niveau de la générale, on ne peut pas faire autre chose. Alors que d'ailleurs, le professeur Mvogo, qui est ici présent, en parlant de son université, vous permet déjà de voir que même si vous avez échoué dans le général, il y a son université qui est au Bala, vocation technique et professionnelle. Une porte se ferme, ce n'est pas la fin de la vie. Ça peut être un autre chemin qui s'ouvre pour vous et vous avez de meilleures capacités, de plus grandes compétences. Et donc, je pense que des initiatives comme celle du professeur Mvogo ici sont à encourager, accompagner et suivre. Et que les parents jouent vraiment, comme disait Léger, leur rôle. On est dans une société qui va très très vite et on oublie le rôle des parents de suivre les changements et l'évolution des enfants. C'est comme il y a des cas dans les familles où il y a la chicote d'abord, effectivement, parce qu'on se dit, on va chicoter pour que l'enfant réussisse. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi, à partir de ce moment donné, l'enfant va faire ce qu'il a envie de faire. Vous cachez les notes. Quand il a des mauvaises notes, il ne vous dit pas. Mais quand vous l'encouragez à vouloir montrer ses notes, à dire qu'à partir de ces notes, bonnes ou mauvaises, vous pouvez continuer à l'aider. Donc je pense que les gens doivent savoir aussi qu'une note ne vaut pas une vie humaine. Tout à fait. Tout à fait. On va sortir par là en écoutant l'avis technique d'Alain qui travaille beaucoup sur cette question-là. Bon, on est d'accord qu'il faut des causeries éducatives, il faut des campagnes de sensibilisation sur la santé mentale, vous l'avez dit, un encadrement renforcé, comme le disaient Léger et Ange tout à l'heure. Il faut des cellules d'écoute, le professeur l'a relevé. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a techniquement des pistes de solutions? Oui, il y a des pistes de solutions. Vous avez rappelé la sensibilisation, mais je pense que le discours des parents doit désormais changer. Il faudrait que les parents s'appesantissent plus sur l'effort que l'enfant fournit que sur le résultat. Parce que si on se focalise plus sur le résultat, il y a de fortes chances que lorsque le résultat n'est pas atteint, qu'il y ait des détresses psychologiques. Parce qu'il faudrait qu'on sensibilise les enfants aux éventualités d'un examen. Que s'il y a la réussite, qu'il peut avoir l'échec, les sensibiliser en amont et qu'après l'examen même, qu'il y ait un suivi post-résultat.
toute chose qui pourra faire en sorte que des cas comme ça... Mais ça doit avoir un coût, un suivi post-résultat. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre association, nous avons mis en place un programme de formation, les formations des sentinelles en prévention du suicide. Les sentinelles, ce sont les qui? Les sentinelles, ce sont des personnes, des citoyens lambda, qui sont formés dans la détection de la souffrance suicidaire chez le voisin, dans la famille. Pour que si on constate un geste qui puisse nous alerter, qu'on puisse sonner l'alerte. C'est très important parce que chacun de nous doit être une bouée de sauvetage pour l'autre. Ça ne doit pas être le travail d'une association. On ne peut pas remplir, on ne peut pas être partout. Mais nous formons, et je rappelle que la prochaine formation aura lieu ici à Yaoundé le 30 août. Et c'est le lieu aussi pour moi de dire que tous les 10 septembre de chaque année, se célèbre la journée mondiale de prévention du suicide. Nous attendons célébrer cette journée-là pour sensibiliser encore les populations sur ce tueur silencieux. Au ministère des Finances, on prépare déjà l'année budgétaire 2026. Une réflexion sur le sujet a été conduite cette semaine à Yaoundé. Le ministre Louis-Paul Motazé revient ici sur le contexte du prochain exercice budgétaire. La préparation du budget 2026 se déroule dans un contexte budgétaire marqué par la tenue récente d'une importante session du comité interministériel d'examen des programmes qui a retenu la nouvelle cartographie des programmes inhérents aux politiques publiques que les administrations de l'État devront conduire et financer au cours des 3 prochaines années. L'atteinte des objectifs de ces programmes nécessite d'importantes ressources financières afin d'intensifier et d'accélérer les actions censées favoriser le rattrapage des retards enregistrés dans la mise en œuvre de la SND 30. A contrario, la réalité budgétaire actuelle met difficilement l'État à la hauteur de ces enjeux. En effet, l'analyse de l'exécution du budget au titre du premier trimestre 2025 montre une insuffisante mobilisation des ressources budgétaires de l'État avec un taux de seulement 82,1% par rapport aux 1834,6 milliards attendus et une baisse de 55 milliards par rapport au montant recouvré au cours de la même période en 2024. Ceci en raison d'une faible mobilisation des recettes internes et d'une forte diminution des ressources extérieures. Les émissions de titres publics, malgré un montant mobilisé de 113,2 milliards en dépassement des 95 milliards attendus, n'auront pas permis d'amortir le choc de cette faible performance financière. La mobilisation des recettes internes est faible et décroissante avec la baisse des recettes pétrolières. Par ailleurs, les efforts menés pour accroître les recettes non pétrolières tardent à relever substantiellement l'enveloppe de cette catégorie de ressources. Les dépenses budgétaires, quant à elles, malgré la baisse du poids de la subvention des prix des produits pétroliers, reste sous de très fortes contraintes, liées notamment à la prise en charge de la veille sécuritaire, de l'organisation des élections, des consommations publiques, des baux administratifs, des loyers contractés au titre des contrats PPP, des frais de justice et de contentieux et d'importants volumes de dettes extérieures et intérieures. Au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, on a fixé le cap sur la rationalisation et la modernisation du régime foncier et domanial de notre pays, plombé par la complexité des procédures et l'obsolescence des textes. L'objectif visé, c'est de créer des conditions d'une optimisation de la gestion du patrimoine foncier national dans l'intérêt de tous. Les quotidiens Le Jour et Le Messager publient cette semaine, et ce n'est pas courant, des témoignages de ce que dans cette administration publique, la réforme engagée porte des fruits, ce qui est à mettre à l'actif du ministre Henri Eyébé Aïssi.
Néanmoins, la question foncière, comme vous le savez, a tout un intérêt aujourd'hui. Après la politique, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure avec la liste de l'ECAM. C'est parfois, la terre, c'est parfois pour les ménages une question de justice et de préservation de la mémoire. Alors les conflits, on les voit, c'est toujours autour de la terre. Léger, vous avez beaucoup travaillé sur les questions foncières. Est-ce que la réforme qui a été engagée est sur la bonne voie? Je dirais que c'est peut-être le début de la bonne voie, pour la simple raison que depuis un certain temps, on a vu des réformes se préparer, on a vu un certain nombre d'instruments qui ont été pris et qui ont donc fait des allers-retours dans le jeu des acteurs, au point que l'une des articulations les plus essentielles de la réforme qui se prépare est le rôle, l'implication de l'autorité traditionnelle qui, à un moment donné, est sortie du jeu. On ne sait pas trop pourquoi. Heureusement, on a vu l'autorité traditionnelle, plusieurs délégations d'autorités traditionnelles, revenir vers le ministre des Domaines pour justement expliquer, pour revendiquer cette implication, et ils sont en passe de l'obtenir. Ils sont en passe de l'obtenir, et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que de plus en plus, les transactions foncières ne se font plus en milieu urbain, mais c'est dans le monde rural. C'est au cœur du monde rural. Or, dans le monde rural, c'est le chef traditionnel et ses notables qui sont en mesure de savoir que, de manière séculaire, il y a telle famille qui a occupé cette terre et que c'est cette famille-là qui a habilité ou qui en bénéficie, qui en jouit. Or, il y a des cas où du jour au lendemain, d'autres personnes se présentent avec des papiers officiels prétendument délivrés sur ce lopin de terre-là. Et les litiges comme cela fleurissent dans les juridictions et devant les tribunaux. Et je pense que le rôle de l'autorité traditionnelle, c'est de pouvoir éclairer de manière définitive ces situations-là. Parce qu'il n'est pas possible que des gens qui sont présumés propriétaires d'un lopin de terre depuis des décennies, voire même une centaine d'années, soient déguerpis du jour au lendemain, parfois par des halogènes. Ça fait très mal et ça pose beaucoup de questions. Alors, le retour du chef traditionnel dans le jeu, monsieur le maire, permettez que je vous appelle comme ça, est-ce que ça a limité un tout petit peu, ça a diminué le volume des litiges fonciers dans votre circonscription? Est-ce que vous le ressentez maintenant? Parce que c'était un maillon essentiel. Le ministre a signé une circulaire qui ramenait justement les chefs traditionnels dans le jeu. Oui, c'est effectivement un retour parce que les chefs traditionnels avaient un mot à dire et délivraient même des documents qui servaient. Mais entre-temps, on les a écartés. Mais ils étaient accusés de vénalité. Vénalité, oui. Ça changera pas. Je crois que c'est le mot. Oui. Non, ça changera pas. Mais il faut les ramener. Pourquoi? Parce que c'est eux qui connaissent vraiment la vérité sur le titre de propriété d'une parcelle. C'est eux qui connaissent. Qui est-ce qui a habité cette parcelle depuis des dizaines d'années ou même depuis très longtemps, disons-le? C'est eux qui connaissent. Et je crois que c'est eux qui peuvent conduire la délégation qui arrive vers les limites et dire que cette limite, c'est elle qui départage ce monsieur et l'autre. Et pour répondre précisément, moi je crois que leur retour discipline les gens, le retour des chefs traditionnels dans ce processus. Ça discipline les gens maintenant parce qu'on sait qu'il y a un regard témoin, peut-être qui est là avant même vous.
qui créait le problème. Et c'est le chef traditionnel. Et au moins, il y a cette discipline-là, mais on n'a pas fait de statistiques pour vous dire que, pour vous confirmer qu'il y a moins de conflits. Mais il faut savoir que le retour des chefs traditionnels, et ça, c'est une très bonne chose si le ministre a rétabli les chefs traditionnels dans ce rôle-là. Mais je me pose toujours des questions, et vous avez parlé de leur vénalité tout à l'heure. Je me pose toujours des questions. Est-ce que vraiment les chefs traditionnels rentrent vraiment dans l'esprit de ce texte? Est-ce que les chefs traditionnels ont la volonté d'appliquer? Lorsqu'on vous fait, par exemple, une proposition indécente, vous savez, et ça, c'est très courant maintenant, il y a les financiers qui arrivent et qui présentent, bon, je prends ça de manière basique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais vu 1 million, à qui on présente 5 millions, il se met à trembler et tout de suite, tout de suite, il fausse le jeu. Et donc, ce côté-là, il restera toujours sévère. On aura toujours ce côté-là. Mais bon, mais maintenant, il y a quand même que ce retour discipline un tout petit peu les gens. Les gens se disent, non, le chef dira la vérité. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne fausse plus totalement le jeu. Alors, je me réfère à une explication que m'avait donnée le professeur Guy Tchalandjomo, qui est chef supérieur des Nding, je pense, dans la Ligue, oui. Parce qu'il avait été approché lorsque la circulaire a été signée. Oui. Il se félicitait du retour des chefs traditionnels dans le jeu. Pourquoi? Parce qu'il estimait que maintenant, dans un village, si on a une famille à vendre, à céder une portion un lopin de terre, il faut que le notable qui est proche de cette famille puisse dire au chef du village, ce lopin de terre existe, il appartient à la famille qui veut la vendre, qui veut vendre le lopin de terre. Et d'un et de deux. Maintenant, dans le processus d'obtention du titre foncier, ça commence par le chef, qui doit donner des informations permettant finalement au ministère des Domaines de valider le titre. Donc, nous pensons que les chefs traditionnels, pour le cas, ils sont impliqués. Maintenant, s'ils ne font plus leur travail, ça ne relève plus de l'administration. Vous savez, le professeur Guy Tchalandjomo, il est quand même à un niveau intellectuel élevé. Lui, il comprend très vite ces choses. Maintenant, il reste à former les chefs qui sont sous sa chefferie. Ceux de 2e degré, ceux de 3e degré. C'est à lui maintenant de les former. Lui, il comprendra très vite et il appliquera. Maintenant, il faut que les autres se mettent à cette école-là et qu'on surveille aussi leur veulerie. Parce que sinon, vraiment, je parle toujours de propositions indécentes tout à l'heure, mais il faudra qu'ils les forment, justement, pour qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne cèdent pas sous des pressions comme celle-là. À la suite du professeur, il y a un proverbe médiéval qui affirmait déjà que, je cite, « Qui terre a, guerre a ». C'est tout dit. La terre a toujours été le lieu de confrontation, de tensions. Et le Cameroun n'est pas épargné. Et vous voyez les nombreux conflits issus de la gestion de la terre. D'un côté, il y a l'État qui se revendique propriétaire des terres. Et de l'autre côté, nous avons des chefs traditionnels. Du coup, cette pluralité d'acteurs fait en sorte que les conflits se font jour. Mais nous pensons que c'est grâce, ou bien c'est cette vision-là qui a fait en sorte que les réformes engagées par le gouvernement permettront à terme de pouvoir numériser le processus de délivrance des titres fonciers et même la digitalisation pour réduire, peut-être à sa plus simple expression, la corruption que nous déplorons dans ce processus-là. Et peut-être que le fait que les femmes et les jeunes pourront avoir aussi accès à la terre, gage de leur développement épatant du Cameroun. Alors, je vais m'adresser à Ange Sama, parce que dans les 2 journaux que nous avons cités, le quotidien Le Jour, le quotidien Le Messager, il fait dans ces journaux des témoignages de ce qu'il a vécu, lui, dans cette administration, dans le cadre de la réforme en cours. Est-ce que, à partir de votre expérience, on peut espérer que les actes de corruption dont on parle ici
la réforme nous éloigne un tout petit peu de ces actes-là. Non, je suis pas convaincu. Hein. Déjà, je vais louer le retour des chefs là-dedans. Parce que dans mon cas, s'il n'y avait pas eu aussi la chefferie qui était là, parce qu'il y a eu des magouilles, où il n'y avait pas celui qui vient s'accaparer d'une parcelle de notre terrain en plein centre de Yaoundé, comment il a fait? Il n'a pas d'abandon de droit coutumier. Déjà, à l'époque, il y avait toujours ça. Il n'y a pas ça dans son dossier. Mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir? Donc, c'est un cas de corruption. Et c'est pour ça que dans ce dossier, et vous avez dit que les textes étaient obsolètes et puis complexes, mais c'est beaucoup plus. Ces textes, il y en a qui sont bons. Quand on fasse venir, ils sont bons, mais c'est la corruption qui gangrène tout ce qu'on peut faire. Donc, la présence des chefs est importante. Elle est la bienvenue, encore une fois de plus, mais que ces chefs soient déjà non seulement formés à toutes ces réformes, parce qu'on dit qu'aucune réforme ne vaut si elle n'est pas comprise par les populations, par le peuple. Donc, c'est bien qu'ils reviennent, mais il faut aussi qu'ils aient l'esprit des chefs que nous avions à l'époque. Ça veut dire des chefs qui ont une droiture et qui respectent un peu ce qu'on a dit par rapport à la terre. Donc, je pense que pour revenir au niveau de la corruption, que si le ministre, d'ailleurs, je le remercie et je le salue d'être courageux dans ces réformes, parce qu'il faut vraiment le faire. Est-ce que son action va porter? Parce qu'on sait que la corruption a les bras longs. Il faudrait donc justement qu'elle porte. Le ministre va parler, oui. mais son entourage, nous-mêmes, pas seulement l'entourage du ministère, oui. Les citoyens, oui, les acteurs qui sont dans la chaîne, tout le monde, personne ne suit. C'est pour ça que je dis donc qu'il faudrait, vous avez parlé de nous-mêmes, on veut. Nous-mêmes, je ne reviens pas à l'élection présidentielle. Hein. Nous tous on dit, les gens disent changement, changement. Est-ce que le changement se fait seulement parce qu'il faut changer le président qui est là pour le remplacer par Ange Sama? Si nous, on ne reforme pas notre disque dur, ça ne va pas marcher. Et nous, les populations, le rôle que nous avons à jouer, et comme je l'ai fait dans ce dossier, c'est de dénoncer. Parce que vous savez que malgré les instructions du ministre qui se bat, pauvre diable, qui se bat comme il peut avec les changements de siège tout le temps, mais ça n'empêche la corruption. Donc, malgré les instructions qu'il a données, et malgré les expertises qui disent que ce titre foncier qu'on a donné à mes soi-disant voisins est quelque chose qui a été fabriqué à Bonamoussadi. Donc, il a fallu que je dénonce. Donc, le peuple camerounais ne doit pas avoir peur de dénoncer. Parce que le monsieur, malgré ça, me demande 2 millions. Vous vous rendez compte? Quelque chose qui appartient à ma famille depuis un titre foncier que mon grand-père a eu à son époque, premier trésorier payeur, a eu en 1951 dans le livret foncier, borné en 1950, le 12 octobre précisément, et que des individus viennent me dire qu'eux, ils ont borné avant nous en 1964. Bon, là, on tombe des nues. Et qui de plus est, et c'est ça que je remercie encore le ministre, parce qu'il a dit, il a dit au salon, au SAGO, qu'il va s'attaquer aux faux titres fonciers. Et donc, tous ces éléments traditionnels de la chefferie... Il a d'ailleurs commencé à le faire. On a suivi ce qui s'est passé à Campo, à Kribi, partout ailleurs. Il annule les titres fonciers. Et chez moi aussi, il l'a fait. Et c'est pour ça que je dis, pour les actes de corruption, que ceux qui sont au MINCAF me regardent. Je prendrai mon devoir citoyen, une république debout. Tous ceux qui sont autour du ministre, parce qu'il avait annulé déjà ce premier titre, le titre là, déjà une fois. Et ce sont des associations, des personnes qui n'ont rien à voir, par exemple, avec le foncier, qui font dans les groupes électrogènes, l'électrification du village, qui ont porté le dossier de ces mafieux. Et comme le ministre leur fait confiance, il a pensé que c'était une réalité. Et comme il n'a pas tous les dossiers devant lui, et donc il a accordé. Je voulais dire quelque chose à la suite de cette corruption. Parce que, vous savez, le ministère des Domaines est le seul dont les dossiers, même lorsqu'ils sont initiés au niveau du cabinet du ministre, doivent rentrer à la base. Et commencer donc le traitement par là-bas. Oui. Et c'est un processus long et très complexe qui génère des frais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut cette réforme, qu'on allège un peu les procédures. Qui génère des frais, oui, qu'on allège les procédures, oui, mais également peut-être qu'on réduise le volume de frais autour du titre foncier. Le volume, le nombre des intervenants aussi. Le nombre d'intervenants, le volume de frais et surtout leurs coûts. Les coûts sont élevés. Et c'est tout ça qui génère la corruption. Je vous dis que la multiplicité des acteurs autour du traitement fait que des dossiers disparaissent même de la table du ministre. Oui. Il y a des collaborateurs du ministre qui prennent des intérêts dans des actes. C'est-à-dire que je suis en litige avec
M. Mvogo, avec le professeur Mvogo, et dès que je sais que c'est très bon, dès qu'un directeur sait que c'est très bon là-bas, il se met dans son dossier contre moi. Ça se fait là au MINCAF. Donc, il faut véritablement que ce processus puisse non seulement dépouiller tout cela, mais également qu'on renforce la rectitude des responsables au niveau du ministère des Domaines. Alors, Alain nous a proposé quelque chose, la digitalisation, la numérisation. Ce sera peut-être efficace? Oui, moi je pense peut-être que ça ne va pas être l'efficacité tant souhaitée, mais ça pourra réduire beaucoup de choses. Et on le souhaite que ça soit à la base, pour que lorsque le ministre veut annuler un titre foncier, qui quand même, il se réfère qu'il a quand même à attribuer à quelqu'un d'autre. Donc le processus permettra, ou bien la digitalisation et la numérisation du processus de titrisation d'un terrain permettra de réduire la corruption, moi je pense. C'est possible ce qu'il dit. Sauf que tout ça est d'abord le fait des hommes. Oui. Mais c'est les hommes qui introduisent les données dans les machines. Dans les machines. Mais davantage, ce que je voudrais dire en matière notamment de numérisation et de digitalisation, c'est par rapport à la documentation, c'est par rapport aux archives. Voilà un ministère qui a des archives qui datent de l'époque dont parle Ange. 51 par exemple. Vous imaginez combien de temps ça prend pour qu'on trouve un dossier de 51 ? Parce que ces dossiers-là sont extrêmement mal tenus. Donc, il faut peut-être, au niveau de la digitalisation, faire les inventaires grâce aux professionnels en archivistique qui n'existent pas dans ce département ministériel, alors qu'ils sont formés partout, mais également faire le traitement de ces dossiers-là de manière numérique et digitale. Peut-être qu'en commençant par cela, on peut donc se projeter vers la digitalisation et la numérisation du présent. Lorsqu'on aura déjà consolidé tous ces dossiers-là. Parce qu'à ce moment-là, on peut donc mettre en place de vraies bases de données qui, en un clic, vous présentent des dossiers bien ficelés, bien physiques et mieux sécurisés. Professeur, la numérisation, la digitalisation s'entendra auprès des chefs traditionnels, maillon essentiel de... Bon, alors là, Alain a préconisé qu'on numérise à partir de la base. Mais si la base, ça commence par les chefs traditionnels, bon, c'est vrai qu'ils sont très nombreux aujourd'hui, n'est-ce pas, qui se forment. Mais seulement, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas d'ici bientôt que nombreux seront ceux qui vont maîtriser l'outil informatique. Donc, comme les données sont introduites par les hommes, il faut toujours s'attendre à ce que ces hommes-là... Il faut que la collecte se fasse. Il faut que la collecte soit rigoureuse. Mais en même temps, il faudrait que le chef, finalement, soit l'alpha et l'oméga. Le début et la fin du processus. C'est lui qui est vraiment au cœur de ce processus. Oui, c'est le chef et le chef a déjà fait son travail au début. C'est comme ça. C'est le ministre qui délivre à la fin le titre foncier, c'est lui qui l'annule s'il est faux, etc. On va souhaiter beaucoup de courage au ministre Henri Eyeba. Oui, et félicitations pour les réformes qu'il est en train de prendre. Ça, il faut le faire. Et que ses collaborateurs sachent que quand un député se met à l'Assemblée nationale et qu'ils disent que c'est le ministère le plus corrompu, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est le ministre qu'on insulte. Mais c'est eux tous, parce que c'est eux qui doivent être la force. Le ministre qui les fait sortir de... On prend des gars qui n'ont pas de... Ils sont peut-être au chômage, ou ils ont été recrutés parmi les 15 000 ou les 1 500. Les 25 000. Voilà. On vous met à la lumière. Et vous, pour dire merci, vous permettez qu'on traite votre département ministériel de plus corrompu. Attention. D'accord. On va souhaiter beaucoup de courage, comme je l'ai dit au ministre Henri Eyeba ici. Vous savez, la corruption affecte tout le corps social. Donc... Il faut se battre pour qu'on arrête de voir ces choses-là. Nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci pour cet échange, vos contributions. Merci également à vous qui prenez la peine de nous regarder. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.